Qui n'a jamais été mis sous pression? La pression de réussir, la pression de la famille, la pression des amis, la pression de résultats. Toutes ces pressions viennent d'une seule et unique chose, se conformer au groupe ou aller à son encontre. L'être humain est un animal social qui a besoin du groupe pour survivre. Sans lui, nous ne sommes rien, et sans nous, il n'est rien. Putain, on dirait un cours de philo. Il y a un temps pour suivre le groupe et un autre pour s'en affranchir. Comprendre les rouages de la pression du groupe est indispensable, primordial, crucial, je n'aurai jamais assez de superlatifs, pour identifier les désirs de chacun. Parce que le désir est au cœur d'une marque forte, et une marque forte, c'est résister à la pression. Cette analyse vous donnera les clés d'une compréhension avancée de la pression qu'exerce un groupe, pourquoi nous y cédons et comment la braver. Vous êtes sur la chaîne des Disrupteurs. Attachez vos ceintures. Avant de vouloir créer votre propre image de marque, d'être reconnu sur votre marché, vous passez par 4 phases successives. On y passe tous, alors autant en avoir connaissance. La phase chien, la phase singe, la phase mouton et la phase renard. La première étape, celle du chien, consiste à découvrir un nouveau monde, à être ébloui par toutes les possibilités qu'il propose. C'est lorsque vous lancez votre business. Vous êtes très enthousiaste en ne voyant pas les inconvénients. Je l'ai appelé la phase chien parce que je la compare à un jeune chiot qui arriverait dans un magasin de croquettes. Il voit toute une panoplie de choses pour le rassasier. Il devient fou, ne sachant plus où donner de la tête ou plutôt de la truffe, alors qu'en réalité, on ne peut pas acheter l'intégralité de toutes ces croquettes. Et surtout qu'à la fin, il faut passer à la caisse. Arrive ensuite à la phase singe. En observant ce qu'il se passe autour de nous, nous en adoptons les mêmes codes, quitte même à singer ce que nous apprécions. Puis arrive la troisième phase, la phase mouton, phase très délicate, puisqu'à ce moment-là, l'entrepreneur se rend compte qu'il doit s'éloigner des autres membres de son groupe afin de créer sa propre communauté, son propre style, son propre mouvement. En général, beaucoup d'entrepreneurs arrêtent à cette phase-là. C'est une phase très délicate, on y subit de plein fouet la pression du groupe qui souhaite que vous restiez dans le même état que lui plutôt que de vous en éloigner. Et arrive enfin la dernière phase, la phase du renard. Vous aurez compris l'allusion au logo de ma chaîne YouTube, Le Disrupteur. Vous devenez un renard beaucoup plus malin qui a créé ses propres codes, sa propre marque, sa propre manière de s'exprimer. Mais allons plus en profondeur sur la phase singe et la phase mouton avec cette vidéo. Psychologiquement, il est délicat de s'éloigner de la certitude pour aller vers l'inconnu. Surtout quand vous savez que dans l'inconnu, vous serez seul. L'être humain est un animal social qui a besoin des autres pour évoluer intellectuellement, mais surtout pour survivre au monde qui l'entoure. Ensemble, nous sommes plus forts que seuls. Copier nos semblables n'est pas vraiment préjudiciable, ce qu'il est plus, c'est de continuer à copier sans chercher à comprendre ou à évoluer. Mais pour qu'il y ait des copieurs, il doit y avoir des copiers. Pour qu'il y ait un troupeau, il doit y avoir un berger. Ces rôles dans un groupe sont-ils fixes ou peuvent-ils changer? Didier Dessort, chercheur en laboratoire de biologie comportementale de la faculté de Nancy, a mené une expérience comportementale chez plusieurs groupes de rats. Il en a réuni 6 dans une cage dont l'unique issue débouchait dans une piscine qu'il leur fallait traverser pour atteindre un distributeur de croquettes. Très rapidement, des rôles s'installent. 2 rats nageurs exploités qui passent leur temps à faire des allers-retours pour nourrir les autres rats. 2 rats voleurs qui exploitent les rats nageurs. Un rat nageur autonome qui va chercher sa nourriture et qui la garde pour lui-même. Et un dernier rat qui ne nage pas, un souffre-douleur en quelque sorte. Les 2 exploités allaient chercher la nourriture en nageant sous l'eau. Lorsqu'ils revenaient à la cage, les 2 exploiteurs les frappaient et leur enfonçaient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils lâchent leur butin. Ce n'est qu'après avoir nourri les 2 exploiteurs que les 2 exploités soumis pouvaient se permettre de consommer leurs propres croquettes. À noter que les rats exploiteurs ne nageaient jamais. Ils se contentaient de maltraiter les nageurs pour être nourris. L'autonome était un nageur assez robuste pour ramener sa nourriture et passer les exploiteurs pour se nourrir de son propre travail. Le souffre-douleur, enfin, était incapable de nager et incapable d'effrayer les exploités. Alors, il ramasse les miettes tombés lors des combats. Didier Dessort a mené cette expérience sur des centaines de groupes et à chaque fois, la même structure se répète. 2 exploités, 2 exploiteurs, un autonome et un souffre-douleur. Peut-être que certains rats sont donc prédestinés à être exploiteurs ou exploités. Didier Dessort a poussé plus loin son expérience en plaçant 6 rats qui avaient été précédemment exploiteurs ensemble. Après une nuit de combat acharné, aucun des rats n'avait envie de nager pour aller se nourrir. Au matin, ils avaient recréé les mêmes rôles. Il en est de même avec les 6 rats qui avaient été précédemment exploités. Peut-être que ces rôles se définissent uniquement avec un petit nombre de rats alors. Eh bien, Didier Dessort a répondu également à cette question en réunissant 200 rats pour la même expérience. La violence est allée beaucoup plus loin. Le lendemain, il y avait 3 rats crucifiés dont les autres
avaient arraché la peau et les rôles étaient rétablis dans les mêmes proportions qu'avec un groupe de 6 rats, à quelques exceptions près. Les exploiteurs de la cage des 200 entretenaient une hiérarchie de lieutenants afin de répercuter leur autorité sans même qu'ils aient besoin de se donner le mal de terroriser les exploités. Moralité, plus le groupe est nombreux, plus la cruauté envers les souffres-douleurs augmente. L'équipe de Didier Dessort a ouvert par la suite les crânes et analysé les cerveaux des rats. Étonnamment, les plus stressés n'étaient ni les souffres-douleurs ni les exploités, mais les exploiteurs. Ils devaient affreusement craindre de perdre leur statut de privilégié et d'être obligés d'aller un jour au travail, surtout qu'ils n'avaient jamais eu à plonger de leur vie. Les rats utilisés pour cette expérience étaient des rats de laboratoire qui n'avaient jamais vu l'eau. Les rats ont une grande faculté d'adaptation. Le rôle social dépend donc de l'entourage plus que des prédispositions de départ. Et un racketteur peut devenir ravitailleur si son entourage l'y encourage. Tout dépend donc du groupe et de notre rôle au sein de celui-ci. À noter que les rats les plus forts physiquement étaient souvent les exploiteurs. L'analogie avec certains comportements humains est certes tentant, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que les sociétés humaines sont d'un fonctionnement beaucoup plus complexe avec une multitude de problèmes variés à résoudre pour chacun de nous à tout moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le rôle dans le groupe n'est pas figé. Un même animal dominant dans un groupe sera soumis dans un autre ou vice-versa, ou un autre rôle. Le rôle dépend des individus composant le groupe, mais aussi du type de problème auquel fait face le groupe. Dans un groupe de personnes, notre relation et pouvoir social varient selon qui on a en face, mais aussi selon la situation. Dans une situation où l'on a des compétences fortes, on n'agira pas pareil que dans une situation où l'on ne sait pas quoi faire. Et cela aura un impact sur la perception des autres de qui on est. Pour les rats ici testés, les plus stressés n'iront pas à l'eau. Et s'ils ont faim et sont forts, deviendront facilement dominants. Les moins stressés par l'eau ne seront plus gênés par le fait de plonger pour aller chercher de la nourriture. S'ils sont forts et affamés ou pas, ils oscilleront entre autonomes et soumis. Le stressé faible sera le souffre-douleur. Pour l'être humain, son rôle n'est pas prédéfini, mais plutôt soumis au regard du groupe sur lui. Le changer est certainement plus difficile parce qu'il provoque le chamboulement du statu quo. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Affronter la pression du groupe est bien moins évident qu'il n'y paraît. Combien de fois avons-nous été confrontés à une situation où nous nous sentons mal, tout ça parce que nous n'avons pas osé exprimer notre avis qui était le seul différent de l'ensemble du groupe. Je n'ai jamais été aussi mal qu'au moment où le serveur amenait le dessert de notre repas. Nous étions un petit groupe d'une dizaine de personnes et tous les yeux étaient rivés sur moi. Alors, tu vas répondre ? Pouvais-je lire dans les yeux de chacun des participants. Mais avant d'avoir la réponse, remontons quelques mois en arrière. J'ai effectué un voyage en Croatie à Dubrovnik pour une rencontre entre entrepreneurs. Le cadre était très bien, les intervenants de qualité. Un des leurs propose à plusieurs d'entre nous de se joindre à lui pour un repas pour que nous puissions échanger sur divers objectifs. Le repas se déroule. C'est très intéressant d'entendre les différentes idées qui fusent. Arrive la fin du dîner juste avant le dessert et le speaker nous fait une proposition. Il souhaite nous aider à accomplir nos objectifs, nous suivre sur plusieurs mois en groupe en visioconférence. Pour cela, il nous demande 1 000 € par tête. Mon premier réflexe est de me dire que ce n'est pas excessif, même si l'offre n'est pas très claire, voire même totalement floue. Directement, un des membres de la table se jette sur la proposition en disant « OK pour moi ». Puis, un par un, je les vois rejoindre le groupe. Arrive donc mon tour. Je sens une pression énorme sur mes épaules. Pourquoi devrais-je refuser puisque tout le monde a accepté? Pourquoi je ne deviendrai pas comme les autres? Est-ce que je veux rester dans mon état, seul,
Avec le recul, j'ai pu analyser ce qui s'est passé durant ce repas. Premièrement, l'orateur avait sur nous une autorité puisque nous étions que les spectateurs de son intervention sur scène. Nous regardons celui qui a le savoir, un peu comme un prof élevé sur son estrade qui s'adresse à ses élèves. Deuxièmement, il dirige une grosse société avec des centaines d'employés. À ce moment précis, je ne le savais que par ses dires d'ailleurs. Il possédait également l'expérience. Troisième point, le premier qui a répondu rapidement à l'offre a créé deux phénomènes. S'il se jette dessus, c'est qu'il y a de la valeur, une sorte de preuve sociale. Si vous voyez un tas de personnes s'agglutiner autour d'un produit, vous avez de fortes chances de vous demander ce qu'est ce produit. Et encore plus, d'aller voir de vos propres yeux de quoi il en retourne. Donc, d'augmenter la taille du groupe. S'il va si vite, il risque de ne plus y en avoir. Raisonnement tout à fait humain. Plus une chose est désirée, plus nous la désirons. Quatrième point, la succession de oui des divers convives n'a fait qu'accroître la pression sur ceux qui n'avaient pas encore répondu et surtout sur le dernier qui était moi-même. Le repas, c'est donc fini et je n'ai accepté l'offre qu'après avoir eu une longue discussion avec l'intervenant. Je vous avouerai que j'ai été plus que déçu du produit qui était très succinct, pas très suivi. Mais l'orateur dira qu'il a fourni ce qui était promis. En l'occurrence, quelque chose de pas clair. J'essaie toujours de voir le positif dans chaque expérience et celle-ci m'a appris de ne pas céder à la pression du groupe. La prise de risque est le moteur de l'entrepreneur innovant. Dans cet exemple, le plus gros des risques pour moi, celui qui me coûtait le plus psychologiquement, était d'aller à l'inverse du groupe, passer pour la seule personne à ne pas rejoindre ce groupe. L'individu ne veut pas paraître mauvais ou vu comme un méchant vis-à-vis du groupe. Il inhibe donc ses véritables pensées et acte pour se soumettre au groupe. S'il n'est pas validé par le groupe, il préfère réfuter sa nature profonde plutôt que de l'affirmer. Il vaut mieux être détesté pour qui l'on est qu'adoré pour ce que l'on n'est pas. Selon l'économiste Schumpeter, l'innovation et le progrès technique sont les principaux ressorts des progrès économiques. Lorsqu'une innovation de rupture apparaît, Internet, digital, biotechnologie, elle est suivie par un essaim d'autres inventions qui lui sont liées. De nouveaux cycles industriels sont donc enclenchés, provoquant une hausse de la demande d'emploi. Mais ces innovations chassent les entreprises qui sont dépassées, obsolètes, et qui doivent alors fermer et donc licenciés. Il en résulte une destruction d'emplois dans ces pans de l'économie qui sont mis sous pression par les innovations. C'est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. La destruction entraîne la fin de quelque chose et cette fin peut être mal perçue. Ce que souhaite le groupe, qui peut être ici comparé à un marché, c'est le maintien du statu quo, que les choses ne changent pas, que les offres ainsi que ceux qui les proposent soit connu de tous. Quand Xavier Niel est arrivé sur le marché des opérateurs téléphoniques, il a cassé le marché en proposant une offre défiant toute concurrence. Le marché végétait. Tous les opérateurs proposaient en gros le même type de service avec les mêmes prix. Et le pire dans tout ça, c'est que nous étions tous d'accord. Cela paraissait tout à fait normal de payer ce prix puisque tout le monde le payait. La puissance d'un leader n'existe que par celle qu'on lui donne. Aujourd'hui, on peut voir tout un courant se propager dans notre société. La bienveillance. Il suffit de quelques minutes à la télévision, à la radio, sur Internet et même dans la presse papier pour voir surgir ce mot. En prenant du recul, qui voudrait être malveillant? Personne. Ce courant sert à justifier un statu quo qui évite la prise de risque. Être perçu comme quelqu'un qui veut faire le mal, comme quelqu'un qui veut changer les choses, comme quelqu'un qui veut casser un marché. Cette forme de bien-pensance globale, saupoudrée partout, cuisinée à toutes les sauces, inhibe la prise de risque. Celle-ci est dans l'ADN de l'entrepreneur innovant. Lorsqu'on a peur de quelque chose mais qu'on a un besoin plus important qui nous pousse, ce besoin peut vaincre cette peur. Les rats ont peur de plonger mais ils ont faim, ce qui génère encore plus d'anxiété chez le rat qui ne plonge pas, contrairement au rat qui plonge, qui a moins peur de l'eau, mais qui a plus peur qu'on lui vole sa nourriture. Le rat non plongeur, lui, a plus peur de perdre son rôle de voleur et donc de mourir de faim parce qu'il a peur de plonger. L'anxiété, la faim et la force sont les paramètres qui définissent les rôles dans ce groupe de rats. La force, pour une marque leader, peut être représentée par la présence médiatique accrue qui valide qu'il soit leader auprès des autres. Puisqu'on la voit partout, elle est perçue comme la meilleure marque. Donc, je peux acheter ses produits. La boucle, elle est bouclée. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon.
En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Bill Blatan et John Darley, deux chercheurs, ont établi les bases de l'effet spectateur, ou comment nous diluons notre identité pour l'assimilation au groupe. Un cobaye est placé dans une pièce pour répondre à un questionnaire. À côté de lui se trouvent plusieurs autres candidats qui doivent effectuer la même tâche. Ce sont tous des complices de l'expérience. Enfermés dans cette pièce, tous les candidats s'attellent à répondre aux questions quand, tout à coup, de la fumée commence à se diffuser lentement dans la pièce. Elle sort du bas d'une porte. Le cobaye aperçoit la fumée, regarde les autres participants et comme il voit que personne ne réagit, il retourne à son questionnaire. La fumée se fait plus que présente. Le cobaye est de plus en plus embarrassé, mais comme le groupe ne réagit toujours pas, il en déduit que tout est normal. Le cobaye se soumet à l'attitude globale du groupe. Une autre expérience reproduit exactement la même chose à une seule différence près. Le cobaye est seul dans la pièce. Il commence à remplir son questionnaire quand il aperçoit la fumée. Dans tous les cas de figure, lorsque le cobaye est seul dans la pièce, il se lève pour prévenir quelqu'un. Le comportement d'un être humain est donc défini en fonction des personnes qui l'entourent. Durant cette expérience, c'est un danger d'ordre mortel qui intervient. Effectivement, s'il y a le feu dans la pièce d'à côté, on se doit de réagir très vite. Et pourtant, lorsque nous sommes entourés de personnes qui ne réagissent pas, tout cela semble normal. Dans certains cas de figure se joue un réel combat dans l'esprit des cobayes, combat que l'on aperçoit sur leur visage. Que doit-il faire ? Aller à l'encontre du groupe quitte à paraître stupide, ou se lever pour prévenir les autres qu'un danger potentiel est là. C'est pourquoi il est important de garder un esprit de discernement aiguisé pour analyser les situations. En tant qu'entrepreneur, et je dirais même plus en tant qu'entrepreneur innovant, je fais bien la différence, il nous faut résister à cette pression. Nous venons de le voir, résister à la pression du groupe est psychologiquement très difficile. Être seul contre tous n'est jamais vraiment évident. Depuis tout petit, nous sommes amenés à suivre le groupe pour pouvoir survivre. Et tout cela continue tout au long de notre vie. Nous allons au restaurant avec un groupe d'amis. Dans notre société, nous avons un groupe de collègues. Notre famille représente un groupe intime. Chaque groupe fonctionne selon diverses règles. Et vous remarquerez que tous ces groupes vont généralement dans le même sens. Naturellement, nous cherchons à nous rapprocher de nos semblables et donc à mettre de côté toute décision qui ne nous paraîtrait pas correcte vis-à-vis du groupe. Imaginez-vous, dans votre groupe d'amis, être le seul à avoir une opinion diamétralement opposée aux autres membres. Difficile à maintenir. Les habitudes ont surtout le pouvoir de nous apprendre à servir quelque chose qui ne nous sert pas. Mais c'est également beaucoup plus facile de suivre le groupe que de l'affronter. Le suivre prend quelques secondes et c'est immédiat. L'affronter prendrait de longues, très longues minutes, voire même plusieurs heures, pour pouvoir exposer votre point de vue différent en argumentant. La société actuelle est sous perfusion de gratification immédiate. Les réseaux sociaux sont conçus ainsi. Vous postez votre publication sur Instagram et vous attendez tout de suite d'avoir des likes. Vous publiez votre vidéo sur YouTube, vous voulez tout de suite faire des vues, le plus rapidement possible. Vous créez votre société, vous voulez acquérir vos premiers clients dès le lendemain, voire même de faire le million à la fin de l'année, tant qu'à faire. Connaissez-vous le robot Il fait tout pas cher? Eh bien, laissez-moi vous en parler. Mon téléphone sonne, c'est ma mère qui souhaite que je lui explique comment fonctionnent les actions à dividendes. Oui, j'ai investi en bourse et elle souhaite donc avoir des conseils sur ce type d'investissement. Une fois arrivée chez elle, je lui explique comment cela fonctionne. Elle comprend très rapidement, mais elle me dit que pour l'instant, ce n'est pas possible financièrement. Je lui réponds qu'avec seulement 100 €, elle peut commencer dès demain. Elle me fait comprendre que ce n'est pas le moment et qu'elle doit faire des économies. Quelques semaines plus tard, de retour chez mes parents, ma mère est vraiment très fière de me présenter son robot Il fait tout pas cher. Obtenez ce magnifique objet aux multiples applications pour la modique somme de 8 795 francs. Un super robot qui fait les gâteaux, les plats, les desserts, pour la modique somme de 200 €. Et à ce moment-là précis, ça fait tilt directement dans ma tête et je lui fais remarquer que ces 200 € auraient pu être investis dans la bourse. Oui, mais tu comprends, le robot, j'en avais besoin tout de suite. Gratification immédiate. C'est ce qu'on appelle aussi la persévération. Ma mère sait très bien au fond d'elle que ce robot est moins utile que d'avoir de l'argent qui fabrique de l'argent, avec les dividendes entre autres. Mais elle continue de reproduire ces schémas. Investir en bourse pour avoir des dividendes, ça prend du temps. Par contre, aller au magasin pour dépenser les 200 €, ça, pour un robot, c'est très rapide. Tout comme céder à la pression du groupe est très rapide, plutôt que de vouloir l'affronter. Avec sa décision, ma mère a choisi le groupe de la facilité à celui de la difficulté. Mais cela dépend de la personnalité de chacun. Dans certains cas, ma mère choisit la difficulté. Par exemple, elle arrive très bien à concevoir de jolis objets créatifs qui prennent du temps à fabriquer. Dans cet exemple, céder au robot, c'est céder à la tentation. Lorsque nous faisons attention à notre alimentation pour perdre du poids, pour être en forme, pour être plus beau pour la plage, pour cet été, il est beaucoup plus facile de céder à un biscuit qui passe par là que de s'astreindre à un régime draconien pour atteindre son but dans
plusieurs mois. Et ça, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, nous privilégions sans arrêt le temps court pour la construction d'une image de marque et surtout d'une image de marque différente. Il nous faut valoriser le temps long. Avoir une idée différente, ça prend du temps. La mettre en œuvre, ça prend du temps. Construire une image de marque, ça prend du temps aussi. La pression du groupe, c'est comme le chant des sirènes. Il ne vaut mieux pas y céder, sinon vous finirez au fond de l'océan. Le groupe souhaite que vous restiez dans le même état que lui. Si un des membres du groupe part, cela l'affaiblit. Et oui, ça fait toujours un de moins. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux à la base et que si nous étions en groupe, c'était pour survivre aux prédateurs. On a gardé ce réflexe, même si aujourd'hui, on a moins de chances de mourir d'un tigre à dents de sabre au coin de la rue. Tout bien évidemment, tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est pour analyser les phénomènes de groupe dans une démarche entrepreneuriale. Plus un groupe est gros, et plus il est difficile de lui résister. Le tout est de créer un produit avec une image de marque assez forte pour pouvoir attirer des personnes très engagées. Au passage, il vaut mieux avoir peu de personnes très engagées que beaucoup mais peu engagées. Si l'on compare les fans de Apple et les fans de Huawei, ils sont peut-être au même nombre, mais on voit clairement que le groupe de la marque à la pomme est beaucoup plus engagé envers ses produits. Là aussi, j'en sais quelque chose. Il y a une vieille technique qui nous enseigne de prendre 15 jours de réflexion avant d'acheter un produit. Nous devrions avoir la même réflexion lorsque nous sommes soumis à la pression du groupe. Pour préparer cette vidéo et me mettre dans le bain, j'ai regardé deux excellents films qui évoquent le sujet de la pression du groupe. The Divide, du réalisateur français Xavier Jean, qui voit un groupe de survivants à l'apocalypse mondiale essayer de continuer à vivre une vie normale dans un sous-sol d'immeuble. Tout au long du film, on voit différents leaders s'affronter. Au gré des prises de pouvoir, le groupe change. Attention, moi j'ai kiffé ce film, mais je vous préviens, il est très violent. L'autre film que je peux vous conseiller est Outrage avec Michael J. Fox. Lors de la guerre du Vietnam, un groupe de soldats américains capture une Vietnamienne. Pendant leur périple, ils lui feront subir les pires atrocités. Un seul des soldats s'y refuse, créant de grosses tensions au sein du groupe. Que vous soyez ou non dans un groupe, il y a un moment pour le suivre et un autre moment pour s'en affranchir. Copier ce qu'il s'y passe, c'est se soumettre au statu quo. Les entrepreneurs innovants ont compris qu'il ne fallait jamais être l'énième copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur. Dans cette analyse, on a parlé de l'importance de faire le mal. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais faire le mal, des fois, c'est faire le bien. J'ai fait une excellente analyse sur le sujet. Faites le mal, mais faites le bien. C'est une des meilleures analyses de la chaîne. Cliquez sur le lien qui vient de s'afficher là sur la petite vignette pour aller voir cette étude de cas. Vous allez vous régaler.